Bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit moment, bon, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo ni posté sur la page. C'est vrai que je vais pas vous donner de raisons. Je dirais que j'ai pas bien géré les circonstances juste. Euh, donc, sinon, là actuellement, je voudrais un petit peu parler déjà des maths et pourquoi ça m'a intéressé. Euh, alors, pourquoi ça m'intéresse? C'est vrai qu'on devait voir les équations de Pelfema. Je pense qu'il va falloir que je règle des trucs pour avoir un tableau et tout. Et vous pourrez voir plus quoi, sur le sujet. Euh, sinon, ouais, les shorts aussi, peut-être que j'en ferai plus. Voilà, déjà, de manière basique. Sinon, moi personnellement, les mathématiques ont commencé à m'intéresser, alors en classe de. Vraiment, hein, quand ça m'intéresse vraiment, c'est en classe de seconde. Donc, quand j'étais petit, je faisais beaucoup de mathématiques avec un professeur en particulier qu'on m'avait assigné. Et le professeur, en général, voilà, il me suivait. C'est vrai qu'il me suivait un petit peu dans toutes les matières, mais je me marquais particulièrement en mathématiques. Mais j'aimais les mathématiques de manière naïve, disons ça. Voilà, donc c'était pas une passion, forcément. Voilà. Et j'ai donc évolué comme ça, au primaire, jusqu'à ce que j'arrive en classe de troisième. Bon, disons qu'en sixième, je m'entendais bien, en sixième, cinquième, quatrième, je m'entendais bien avec les professeurs de, de mathématiques. Certains ont été, me donnaient aussi des cours en fait, de répétition en plus de l'école. Mais de manière factuelle, c'était clair que j'avais de bons résultats en mathématiques. Pas parce que je faisais des cours avec les professeurs en particulier de, de, de la classe, quoi, mais parce que voilà, je comprenais. Euh, je pense que parfois, ils étaient même plus strict avec moi. En fait. Sinon, après, je fais donc la première année, la deuxième année, la troisième année, donc sixième, cinquième, quatrième. J'étais jeune, j'aimais les maths, mais vraiment comme un truc ludique pratiquement. Euh, troisième, là je commençais à avoir des confrontations avec des camarades en troisième pour, voilà, en mathématiques, pour savoir qui va dépasser l'autre. En fin d'année, quelqu'un m'a provoqué, il m'a dit tu peux même pas être voilà, parmi les trois premiers de la classe. Et bon, là, il m'avait un petit peu pique au vif, provoqué dans le jugement. Juste à cause de toi, voilà, parce qu'il restait qu'une séquence. Hein, juste à cause de toi, je vais travailler. Alors, les mauvaises habitudes sont par contre parfois difficiles à enlacer. Donc, j'ai dû voilà, me mettre à fond juste à cause de lui. Et donc, à la cinquième séquence, j'ai commencé à redoubler d'efforts, à travailler, à travailler, à travailler. Et j'ai fini pile pour le troisième. Voilà. À l'époque, les troisièmes étaient divisés en sections. Il y avait la troisième A, B, C, D, E. La troisième E, en fait, c'était la classe d'élite. La troisième A, c'était pas forcément pour l'élite. J'étais en troisième A. Et on m'avait pris, principalement pour mes aptitudes, pas forcément pour mes. Principalement pour ma personnalité, pas forcément juste le niveau académique. Même si au niveau académique, il y avait, voilà, il y avait des choses positives. C'était plus à cause de la concurrence, pas parce que j'avais un bon caractère qu'on m'a pris. Voilà. Euh, en fait, c'était un truc de politesse voilà, qu'on a marqué. Bon. Et sinon, la troisième U, voilà, je fréquentais les gens souvent en troisième U et dans les autres troisième on connaissait un petit peu de monde, mais voilà. Troisième A, c'était pas forcément vu comme la classe d'élite, même si on apprenait toujours les mêmes cours, on faisait les mêmes leçons, voilà. Troisième E, le dernier de la classe avait souvent 12 de moyenne, 14 de moyenne, et le premier de la classe, c'était quelqu'un qui avait très souvent voilà, quoi, 17, 18, 19, voire 20, voilà. Si, vous savez, il y a des années où vous avez des cracks, quoi, des génies, bref, des gens talentueux, disons ça. Et voilà. Euh, Sinon, après, on va se trouver en seconde C4. Donc là, on m'en vient en seconde C4 au collège où j'étais au Cameroun. Et la seconde C4, en fait, c'est comme la classe d'élite, par contre, de toutes les secondes. Et j'étais donc avec d'autres personnes de la troisième E, majoritairement. Et voilà, d'autres personnes de la troisième A, B, C, D, voilà, qui ont réussi à intégrer, de la troisième A aussi, qui ont réussi à intégrer la classe avec moi. Euh, et voilà, on travaillait ensemble avec les camarades et tout. On apprenait des trucs. J'ai appris plein de trucs des autres en fait,
vu que j'étais avec des gens voilà, qui avaient une certaine dynamique, un certain état d'esprit, c'était bien. Euh, j'ai bien démarré l'année en termes de notes. Mais donc là, en troisième A, vous l'aurez compris, ma manière de réfléchir devenait que les mathématiques, c'était comme un test de QI pratiquement. Voilà. Même si donc, je trouvais du fun dedans, mais ça devenait aussi comme un test une chose en fait, pour voir mon niveau, si je réfléchissais bien, si voilà, parfois je faisais je regardais en fait si j'avais de bonnes compétences, de bonnes habiletés de réflexion, si aussi je dépassais à l'autre camarade, pour être honnête. Des fois ça m'arrivait. Donc je me retrouve en seconde C4, voilà, on fait des mathématiques. Première évaluation, c'était compliqué pour tout le monde, j'ai eu de bonnes notes. Donc, voilà, j'ai un petit peu fait le contraire de ce que la tendance générale faisait, quoi. C'est ça que j'ai commencé à me démarquer. Ensuite, la manière de rédiger les mathématiques avait changé. Aussi, c'était bien, je trouvais que c'était intéressant parce que là, par exemple, juste les thèmes, on utilisait maintenant le nous allons démontrer que voilà, ça devenait un petit peu plus factuel ça devenait plus, on prenait comme des gens plus matures dans les questions devenaient parfois plus complexes, voilà. Et donc là, je me retrouve un jour en cours de chimie, le cours de chimie m'ennuie un peu, hein. Donc j'ai pris une calculatrice et j'ai commencé à écrire sur ma calculatrice, voilà, des trucs. J'ai écrit racine carrée de 2, je crois que ça donne 1,414 dans les poussières. Et je me dis, ah ben, intéressant ça. Parce que je m'ennuie, mais en fait, je me suis dit, mais mince, tu n'as jamais réalisé, mais comment ça fait pour être dans la calculatrice? Comment ça fait pour être là, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Comment le gars, il a réfléchi pour qu'il écrive voilà, les décimales de racine carrée de 2? Qu'est-ce qui s'est passé dans son esprit? Et là, j'essaie de retrouver l'idée qu'il aurait pu suivre. Et là, je ne voyais pas, rien ne me venait d'un coup en tête. Donc, je vais à la pause voir des gens qui étaient voilà, des aînés de quelques classes, en première, il y avait des gens en première euh, que j'ai vu, d'autres de terminale, ils pas forcément avec fini. Ils, ils me disent, en conclusion, hein, ils me disent qu'il faut que j'attende d'être en université ou carrément en terminale pour comprendre comment calculer la racine carrée de 2 à la main. Ok, ok. Apparemment, c'est un mystère. C'est une révélation cachée. Oh my god. Donc, je me suis dit, ok, je vais chercher moi. Je suis allé fouiller après. Et en fait, c'était quelque chose qui se faisait parfois en troisième en France. Et nous, on était euh, en seconde au Cameroun, mais voilà, ils ne l'ont pas dit. Après, bon, en fouillant, je me suis rendu compte que dans les approfondissements livres de mes bouquins, il y avait des exos qui tournaient autour de ça, quoi. Mais voilà, grosso modo, voilà, comment le faire, j'ai commencé à chercher des trucs. Et puis en fouillant dessus sur comment calculer les racines carrées à la main, je tombe sur l'algorithme des rangs, des trucs comme ça, je tombe sur les algorithmes babyloniens pour calculer ça, je suis tombé sur, voilà, sur la manière de faire des multiplications rapides aussi, des trucs autour de ça. Parce que en vrai, il y a plein de pages web, donc des fois tu switches sur des sujets un petit peu proches, qui sont intéressants. Dans le manière de faire l'éducation, rapidement avec la méthode égyptienne, avec les trucs. Vous savez, il a montré c'était très dans plein de vidéos et pour ceux qui connaissent, donc c'est dans la manière, quoi, je crois, asiatique, ça fait la limite de multiplication rapide. J'ai trouvé voilà, plein d'algorithmes de multiplication rapide, ça a devenu intéressant pour moi. Euh, mais c'est une infime partie de ce que j'ai trouvé en ligne parce que le reste, c'est parler de l'algorithmique principalement. Et j'ai aussi fouillé sur des personnes qui étaient intelligentes pour savoir, parce que on venait de faire des tests de QI, donc ça m'intéressait de savoir, mais le quotient intellectuel, c'est quoi? Il y a qui a des quotient intellectuel élevé sur Terre, quoi. Et je découvre Terence Tao et d'autres personnes, comme Gary Kasparov, et d'autres personnes avec qui avaient un bon QI, hein, voilà. Des jeux d'échecs, notamment. Il y a une qui a été formée aux échecs depuis qu'elle était toute petite. Voilà. Donc son père l'a un peu laissé suivre sa passion. Et voilà. Ça en est sorti. Et il y a un autre de la NASA aussi que j'ai vu, voilà, qui avait un bon QI. En gros, ça m'a intrigué parce que lui, il faisait des mathématiques. Euh, et il avait un QI de 230, quoi. Et là, je me suis dit, bah, c'est wow 230. Donc,
C'est vraiment atypique, hein, sachant que Internet dit que Einstein avait 165, vous voyez, ça fait waouh, mais c'est quoi ça? L'algorithmique, je ne connaissais pas du tout l'algorithmique, donc ça m'intrigue aussi. Je commence à fouiller, je tombe sur des calculs programmables en ligne et je me dis, merci, il faut que j'en ai. Du coup, je demande à mon père s'il peut en ramener. Bon, je dis à ma mère, qu'elle demande à mon père, il en ramène, c'était bien. Autre chose, il en a ramené de France, parce qu'il était envoyé en France à l'époque. What else? Donc, je commence à trouver les mathématiques un petit peu intéressantes. Je tombe aussi sur la résolution des équations de degré 3 par radicaux, avec la méthode de Cardin. Après, en fouillant bien, je tombe sur la méthode de Ferrari pour les équations de degré 4. Ça devient intéressant parce que je veux dire, c'est des trucs qu'on voit pas. Parce qu'on faisait quoi le discriminant? Ah non, on faisait même pas le discriminant en seconde. On faisait la forme canonique, vous voyez. Vous perdez beaucoup de temps et après, des fois, vous vous trompez en vous trouvez des solutions. Voilà. À l'équation de degré 2. Déjà, ça devient intéressant. Je me dis, le discriminant, je découvre d'abord un sorte de discriminant pour le degré 2 et après, je me dis, mais le discriminant pour le degré 3, c'est quoi? J'essaie de le trouver à la main, je le trouve, je ne vois pas. Sur plusieurs jeux, je n'arrive pas à trouver. Et puis, voilà, je me dis, mais ils ont résolu les équations de degré 3, comment je vais voir en ligne, je trouve, finalement, j'apprends. Je me dis, ah mince, wow, c'était ingénieux, il fallait y penser. Je repars, je fouille moi-même des trucs autour des équations. Je me rends compte qu'il y a des degrés pour certaines équations c'est facile à résoudre avec des changements de variables. Je me rends compte d'autres, bon, ça allait compliqué. Après, je découvre donc Abel avec le théorème d'Abel sur les équations résolues par radicaux de degré supérieur ou égal à 5. Je tombe sur Galois. Et c'est intéressant de lire sur eux. Donc, voilà. Bah, vous l'aurez compris, ça m'intéressait, j'étais captivé. Donc, en même temps que j'allais à l'école maintenant, j'allais sur Internet pour fouiller des trucs dessus. Les courbes algébriques, je les découvre aussi. Mais un petit peu avant de découvrir les courbes algébriques, je me dis, bon, tiens, je lis mon cours de maths et on écrit polynôme numérique d'une variable réelle. Je me dis, ouais, numérique. Ok, donc il y a des polynômes qui ne sont pas numériques, il y a des polynômes qui ne sont pas d'une variable, il y a des polynômes qui n'ont pas que des entrées réelles. Je me dis, bon, s'il y a des polynômes de deux variables, ou plus. Ça veut dire que on écrit P de X, on écrit P de XY peut-être. Donc je demande à mon professeur de maths après. D'abord, la première chose que je demande, parce que j'avais la préparation programme, et j'arrivais même pas à l'allumer, hein, j'avais du mal au début. Et je demande au professeur, et il me dit, bon, écoute, pour manipuler une calculatrice programmable, en première année d'université, tu vois. Là, laisse-le de côté, t'es en seconde, voilà, sois tranquille. Fais ce que tu fais en classe. Tu vois, ne cherche pas plus. Contente-toi du minimum. Bah, du coup, je suis allé chercher comment on fait et j'ai trouvé, j'ai commencé à programmer en même temps que je faisais l'école et tout. Et ça m'a beaucoup servi. Ça m'a pas empêché du tout d'avoir de bons résultats. Voilà. Au contraire, en fait, ça a changé même plutôt ma manière de réfléchir. J'ai commencé à performer mieux en mathématiques, à connaître des choses avec une bonne précocité qui m'aide actuellement. C'est ça qui a fait que, en fait, je fouille. Bon, entre autres, c'est ça qui a fait que j'apprends à programmer en T basique et, entre autres, ça a provoqué une série de buzz autour de moi dans l'école où j'étais parce que je programmais pour taquiner mes camarades. Donc, voilà. Et je lui ai aussi demandé le polynôme de variable P de x, y. Est-ce que ça existe? Je me suis dit, oui. Mais qui t'a dit ça, en fait? Qui t'a pas dit ça? Je lui ai dit, bah, j'ai juste pensé. Il me dit, ok, efface ce que tu as écrit au tableau. Parce que j'avais écrit P de x, y au tableau. Il me dit, efface. Et on continue le cours. Moi, j'ai effacé, il a continué le cours avec lui. Je me suis dit, mince. Et voilà. J'ai aussi développé des techniques de multiplication rapide PSO parce que ça m'intéressait. Donc en fin de première, je développe des techniques de calcul rapide. Dans le début, terminal aussi, je continue. Et donc c'est là que je redécouvre l'algorithme de Tom Cook et l'algorithme de Karatsuba. Donc les multiplications les techniques de multiplication rapide. Fast multiplication techniques, transform, bon, bref. Et, bon, je ne faisais pas des complexités algorithmiques, donc je ne savais pas du tout combien de temps ça met algorithmiquement, mais je savais les plus rapides au moins ça la
de toute façon, c'était plus intriguant parce que j'avais l'impression qu'on n'utilisait pas tout le nombre, en gros, comme d'habitude, pour le poser, comme ça. Donc j'allais après chiffre après chiffre, un peu comme si les chiffres étaient disjoints, hein, les uns les autres, mais à la fin, ça donnait le résultat. Et je me suis dit, mais est-ce qu'on peut utiliser ça pour factoriser? Donc sinon, je vais me retrouver avec à chercher aussi des trucs pour calculer des racines cubiques, des trucs comme ça à la main. Je tombe sur le compte-gouttes de Gauss. Euh, pour ceux qui connaissent, je suis tombé aussi sur les fractions continues de Ramanujan à un moment. Alors là, c'était la révélation. c'est original, c'est beau. Voilà. Je me suis dit, ça c'était un génie. En fait, mais vous savez, en tout cas, en l'occurrence, pour ceux qui comprennent, les trucs, les choses qu'il a faites sont vraiment, ça semble vraiment un petit peu au-dessus voilà, du naturel ou de l'intelligence. C'est pas. Bon, les compreneurs comprennent. Ok. Donc, voilà, je tombe sur Ramanujan, j'ai découvert ce qu'il a fait un petit peu gallois à l'époque. J'ai un petit peu entendu parler de gallois. Euh, sauf que, bon, je savais pas grand-chose hein, sur lui. Mais Ramanujan, Srinivasa Ramanujan a commencé à m'intriguer. Donc, j'ai commencé à étudier la personne et la vie de la personne. Euh, pour savoir qui c'était. Voilà. Donc, c'était un Indien, en l'occurrence, voilà, euh, il a vraiment fait avancer les matériaux qu'en 32 ans d'existence, il avait plein de théorèmes. Si vous pouvez aller regarder, il y a un film sur lui, d'ailleurs, de Robert Canningell, voilà. Donc, c'est chouette. Il est connu en Inde aussi. Il est un petit peu dans le monde, voilà. Donc, donc les vacances, moi, je n'allais pas jouer au foot. C'est vrai qu'on m'a forcé un petit peu à faire du basket. Donc, j'ai fait plein de basket. Allez, mais en parallèle, quand j'avais le temps, je programmais avec ma calculatrice, voilà, je fouillais sur les coups algébriques, des trucs, je suis tombé sur les coups elliptiques à très jeune, je suis tombé sur les Olympiades internationales de mathématiques. Je me suis rendu compte, par exemple, que nous, on n'avait pas accès aux Olympiades internationales de mathématiques où on était. C'était un petit peu, voilà, pas trop fun. Mais on m'a en les voyant en ligne parce qu'il y avait des fiches en ligne, je pouvais réfléchir dessus, voilà, faire un truc. Ça m'intriguait toujours, hein, parce que c'était les Olympiades, en fait, vous avez l'impression que c'est technique. Donc, c'est comme si ça déformait un petit peu la manière de réfléchir normale. Et c'est comme si c'était au-dessus du rationnel, quoi. Voilà, bref. Ceux qui comprennent ont compris. Donc, donc, là, on a fini euh, du coup, j'ai continué comme ça en terminale. Je me mathématisais beaucoup, quoi. Même dans le langage et l'image. Ouais, j'avais un esprit de chercheur, d'après mon professeur de seconde C4, à la fin de l'année, ce qu'il a donné comme conclusion. Ouais. Euh, on a commencé à me prendre vraiment pour un professeur de mathématiques. Plein de gens m'ont dit, tu dois faire carrière dans les maths, tu dois enseigner les maths, il faut que les maths soient. En gros, c'était clair pour les gens que j'aimais les maths, je devais enseigner les maths, je devais faire les maths. Voilà, c'était clair quoi. J'ai aussi commencé à comprendre en fait qu'en général, dans la société, on a tendance à encourager les gens à mettre de côté leur talent pour gagner leur vie. Voilà, vous voyez. Bon, donc, c'est pour ça que j'ai fait que ne pas investir sur ce qui n'est pas mon talent principal pour m'attendre à avoir une source de rémunération phare. Au moins, au moins, c'est du bon sens, basique, hein, n'est-ce pas? Voilà. C'est au-delà de toutes les autres raisons. Tu vas Samuel Eto'o, faire carrière dans la physique quantique, n'est-ce pas? C'est bien ça, quoi. Super, c'est son domaine, il faut qu'il fasse ça. Ou quoi, Albert Einstein? Il devrait jouer au rugby. Hein? C'est sa passion, c'est là qu'il va exceller. Il sera connu pour être un grand joueur de rugby. Allez, prenez-le, mettez-le là-bas. Et s'il ne fait pas ça, s'il n'arrive pas à faire ça, il échoue. My goodness. Non, bah, de toute façon, voilà un petit peu. J'essaie de faire le tour pour montrer ce qui m'a assez intéressé personnellement. Et à un moment, je suis tombé sur des. Non, j'ai voyagé, j'arrive en France. Je suis tombé sur des gens de Louis-le-Grand. Euh, j'ai appris plein de trucs là-bas. J'ai appris des choses aussi sur euh, des Olympiades internationales de maths. Voilà. Donc,
voilà, j'ai fait un petit peu des trucs voilà, comme de la recherche, je sais pas comment on appelle, des recherches scientifiques personnelles, c'est peut-être mieux dit comme ça. J'ai vu qu'il y a plein de gens qui aiment qui encouragent les gens à faire des maths, euh, notamment bon, du côté de la France, il y a des associations qui sont dédiées à ça. Bon, on encourage beaucoup les filles à faire ça parce qu'on veut qu'il y ait plus de filles. Donc, je sais pas si ça fait qu'ils ont tendance à oublier aussi qu'il y a, voilà, il y a toujours des gens qui ont du mal à faire les mathématiques malgré le background et qui sont pas forcément des femmes. Bon, mais bref, voilà, c'est toujours chouette. Euh, alors, super. Ne vous laissez pas conditionner par ce que les gens disent d'abord. C'est important de réfléchir au même aussi. C'est important. De, c'est pas l'appel voilà, à ce que n'importe qui voilà, se fasse une révolution, hein, on se rebelle contre n'importe qui. Faites, faites les choses en étant sûr que vous avez réfléchi. Quoi. C'est important. Là, je vous ai tout dit. Là, actuellement, j'ai des amis un petit peu voilà, qui font dans quelques bonnes écoles voilà, et tout. C'est bien. Moi-même, je fais de la recherche en autodidacte, si on veut. Je lis pas mal de bouquins, je regarde des vidéos, aussi pour apprendre. Donc, j'ai dit par exemple des documents à la tech. Hein. Pour ceux qui savent, la tech, c'est un langage de saisie de documents scientifiques, principalement. Euh, donc voilà comment j'ai aimé les maths. Je suis tombé amoureux des maths. Et j'ai commencé avec plein de choses. Yes. C'était juste génial le parcours. J'espère que ça va continuer plus longtemps. Quoi. Voilà. Donc, même si c'est dévalué aujourd'hui la recherche, vous avez l'impression que ça ne paye pas, vous avez l'impression que c'est négligé parce que c'est ce qui peut vous rendre des services pratiques. Hein, ou des choses qui servent vraiment dans la vraie vie parce que les maths, ça ne sert pas dans la vraie vie, vous voyez. Hein. Même si vous avez l'impression que, voilà, vous valez rien si vous savez rien faire avec vos mains comme travail manuel. Euh, D'abord, je ne pense pas que ce soit le cas pour quiconque. La plupart des gens savent faire les choses de manière factuelle avec leurs mains, mais même si ils ne veulent pas délibérément, euh, ensuite ça ne dévalue pas ce que vous avez comme potentiel intellectuel. Et ça ne dévalue pas non plus le fait que une vie équilibrée, c'est pas mauvais du tout. Et finalement, si quelqu'un vous donne un conseil, voilà, regardez ce qu'il a fait lui-même dans sa vie. Regardez son retour d'expérience, au moins, du moins ce qu'il vous dit de ce qu'il a fait. Au moins, voilà. Voilà, donc, au moins, ce qu'il a fait comme tout son background. Donc, on n'écoute pas ceux qui disent des choses, on écoute ceux qui ont vécu des choses. C'est pour ça que c'est important d'illustrer ce qu'on a vécu, ce qu'on a fait, voilà, ce qu'on croit, où on va. Voilà. C'est vraiment c'est quoi la matrice qui sous-tend ce qu'il fait. C'est vraiment ce qui est important. C'est vraiment quoi le background, si on veut. Donc, voilà. Et la plupart des gens qui font de l'entrepreneuriat ont un bon mindset et ils expliquent bien les choses. Au moins, ça permet à quelqu'un de réfléchir de manière objective, se rendre compte pour pouvoir évaluer les gens et juger les situations. Parce que s'il faut évaluer quelqu'un à partir juste de ce qu'il semble avoir produit comme succès, c'était une initiative à un moment donné, si c'est tout le temps comme ça qu'il faut mesurer les gens,
sans prendre en compte le fait que parfois un grand succès vient après une longue période de travail, sans prendre en compte, voilà, plus vraiment qui est la personne et qu'est-ce que la personne va devenir sur le long terme. C'est une grave erreur. Bon, de toute façon, je l'ai dit. Là, je pense que je peux arrêter la vidéo. Donc, si vous aimez la vidéo, si vous avez des questions par rapport à ça, si vous voudrez que je fasse plus de contenu, n'importe quoi, dites, n'hésitez pas. N'hésitez pas à dire.